heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'International. Aujourd'hui, nous allons mettre le cap sur l'économie. Parce que, comme vous le savez, l'économie, c'est vraiment la base aussi d'une société. C'est un secteur clé. Et il y a un adage qui dit, faites-nous une bonne politique, je ferai une bonne économie. Comme on dit, les deux sont liés. Aujourd'hui, je reçois un expert en économie, monsieur Alex, je l'appelle comme ça, pour un peu plus de familiarité. Alors, Alex, je suis avec vous aujourd'hui, mais... Pourquoi, c'est d'abord la toute première question, pourquoi les Congolais, en général, ne s'intéressent pas trop à l'économie? Pourquoi la politique aujourd'hui, ou les débats politiciens, ont beaucoup plus de gens qui débattent sur la politique que sur l'économie? Pourquoi l'économie n'intéresse pas trop les Congolais, selon vous? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation qui m'a été lancée, pour cette opportunité d'échanger avec vous sur certaines questions qui intéressent notre pays. L'activité économique fait partie intégrante de la vie de l'homme. Donc, même si on n'en parle pas, nous vivons l'économie. Et donc, on peut s'intéresser à ça. Et je peux dire que l'attention ou l'intérêt soutenu que les Congolais accordent actuellement aux questions de politique résulte du fait de la crise. Tellement qu'il y a des mots sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. Alors, tout le monde s'intéresse à la politique parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit au départ, faites-moi de la bonne politique, je ferai une bonne économie. Donc, la politique occupe une place de choix dans la marche d'une société. Lorsque la gouvernance politique pose problème, la machine économique ne tourne pas. Ceux qui doivent produire doivent investir. Mais dans un contexte d'instabilité institutionnelle, dans un contexte d'insécurité, il est difficile d'attirer les capitaux et de faire avancer la machine de production. Donc la politique conditionne bel et bien la dynamique de l'économie. Et pour le cas de RDC, l'histoire de ce pays est très riche en exemples. Nous avons connu beaucoup de moments de crise sur le plan politique national qui justifient qu'il y ait une sorte de méfiance dans le chef des opérateurs économiques. L'international, c'est ça, c'est s'ouvrir un peu dans le monde. Nous prenons l'exemple de l'Afrique du Sud, Alex. On a l'impression qu'en Afrique du Sud, l'économie est détenue par les Blancs. Je ne sais pas si c'est une mauvaise impression. Et la politique, ce sont les Noirs. Les Noirs voulaient tellement avoir leur indépendance, se départir de l'apartheid, qu'ils ont voulu être président et tout ça. Mais on dirait que Mandela avait compris l'enjeu. Il a laissé l'économie aux mains des Blancs. Est-ce une réalité ou c'est vraiment un mythe? Où il y a aujourd'hui des Noirs qui sont aujourd'hui très très forts en économie en Afrique du Sud. En fait, il n'y a pas de barrière comme telle pour établir que pour être homme d'affaires en Afrique du Sud, il faut être blanc, il faut être noir. Non, c'est en fait... C'est ce que nous on a appris, que l'économie, la grande partie est aux mains des Blancs. C'est une question de moyens. Ceux qui ont les moyens pour investir et faire des affaires, ce sont ceux qui investissent. Et donc, il y a une certaine liberté pour qu'on puisse investir. Parce que si vous prenez même de la RDC, il faut marquer qu'au niveau de la fédération, quand on laisse des entreprises, la FEC, eh ben, 80% presque des entreprises ne sont pas des entreprises détenues par des Congolais. Donc ce sont ceux qui ont les moyens. Donc je peux dire que c'est plus une situation de facto. Ce sont les faits qui imposent qu'il en soit ainsi. Mais bien sûr, dans le cadre d'une vision de développement et aussi d'une stabilisation de la situation au niveau de la société, il serait important donc de créer une classe moyenne. Mais notez que chez eux là-bas, les blancs ou noirs sont des Sud-Africains. On a des Sud-Africains blancs. Mais nous par contre, ce sont des étrangers du non-congolais qui sont majoritaires dans les grandes entreprises. C'est ce qui dérange un peu, c'est qui fait qu'on n'a pas les vrais commandes de notre économie. Alors qu'eux, oui, parce que ce sont les Sud-Africains, ils font des bénéfices, ils n'ont pas à rapatrier ça à l'étranger, puisqu'ils sont Sud-Africains, donc l'argent reste, donc on injecte davantage l'argent de l'économie. Et donc il y a une sorte de cercle vertueux de progrès. Alors que nous, l'argent est encaissé et transféré, donc il n'y a pas une vraie création de valeur au sein du pays, ce qui dérange. Est-ce que chez nous, Alex, vous êtes économiste, est-ce qu'on a des hommes riches? Quand on voit par exemple le classement de Forbes aujourd'hui, même Forbes Afrique, il n'y a jamais de Congolais. Moi je me pose la question, où sont les riches Congolais? Comment se fait ce classement-là et qu'il n'y ait jamais de Congolais qui sont classés dans Forbes? Même Forbes Afrique, jamais de Congolais. Comment expliquez-vous ça? Bon, c'est une question d'avoir. Il n'y a pas de Congolais riches? Bon, ils se classent à quel niveau? C'est ça la grande question. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a un élément de culture qui joue. Il y a certes certains Africains qui accumulent et qui dépensent, mais qui dépensent avec rationalité. Et c'est ce qui leur permet de garder donc leurs avoirs à ce niveau. Mais chez nous, il y a ceux qui accumulent, mais qui accumulent comment, à quel prix, sur le dos de quel acteur, et comment gèrent-ils ceux qui reçoivent? Beaucoup d'hommes d'affaires riches congolais, entre guillemets, mais ils vivent sur le dos de l'État. Ils sont nourris de l'État.
Ce sont les dossiers des marchés publics qui font qu'ils soient ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas des hommes d'affaires qui, au fait, gagnent essentiellement des affaires qu'ils font sur le terrain. C'est un élément qui dérange aussi. Dans d'autres pays, c'est que c'est le marché qui fonctionne correctement et qui donne les opportunités de vendre. Et ça, si vous voulez mieux comprendre la situation, comprenez que c'est la crise dans le pays qui justifie ça. Parce que quand vous avez une demande très limitée, une demande sociale très limitée, les hommes d'affaires ont des sérieuses difficultés d'écouler. Les contraintes et débouchés pèsent normalement sur eux, ce qui fait que leur capacité à créer et générer de la richesse à l'intérieur du pays dérange. Aujourd'hui, vous le savez, Alex, on a un nouveau président, probablement d'ici là un nouveau gouvernement aussi. Alors, pour vous, que doit être, par exemple, le profil? C'est peut-être un peu politique, mais les deux vont de pair. Pour un Premier ministre, doit-il être un technocrate pour faire ressortir l'économie ou faire booster l'économie de notre pays, ou il doit être vraiment un politique? Parce que quand on voit aujourd'hui l'économie congolaise, elle est classée parmi les dernières. Quand je vois tous les classements, dans tous les classements mondiaux, la RDC est toujours classée parmi les derniers. Pour vous, comment doit être le Premier ministre et comment doit-il faire pour booster l'économie de la RDC? Ou quel secteur premier doit-il faire pour booster l'économie de la RDC? Oui, merci beaucoup. C'est une question très pertinente. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y a une nette démarcation entre le fait d'être politique et le fait d'être technocrate. On peut être les deux à la fois, c'est-à-dire avoir une connaissance pointue de la gestion, avoir de la rigueur dans la manière de gérer et associer à cela des impératifs politiques pour faire un bon mix. Mais en tout état de cause, c'est que le pays appartient aux Congolais et les Congolais cherchent à vivre dans des conditions meilleures. Donc ce qu'il faut faire pour les Congolais, c'est relancer la machine de production, créer des emplois, créer des richesses et donner aux Congolais l'occasion de vivre mieux. Et donc avoir la possibilité de se faire soigner en cas de maladie, envoyer les enfants à l'école. Et voilà, c'est ce que les Congolais veulent. Et donc pour cela, il faudrait que le nouveau Premier ministre soit un homme qui réellement aime ce pays, qui est dévoué à la cause des Congolais et qui s'engage à mettre en œuvre de manière sérieuse le programme du gouvernement qui sera défini dans les jours qui viennent, dans le but de changer ou de transformer. Mais pour qu'elle soit ainsi, il y a certaines règles en matière de gestion qu'il faut observer. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien analyser la question. Et je pense que là aussi, les acteurs politiques doivent comprendre que le pays ne leur appartient pas qu'à eux. Ils sont certes Congolais, mais il y a une grande majorité de Congolais qui souffrent. Et ces Congolais ont besoin de vivre dans des conditions meilleures. Et Dieu nous a donné tout ce qu'il y a comme potentiel pour relever ces défis. Mais ce potentiel-là, comment nous ne parvenons pas à le changer, à rendre ça potable, permettez l'expression? Moi, j'aime prendre des exemples qui choquent. Oui. Dernièrement, il y a eu le CO au Rwanda. Aujourd'hui, je ne comprends pas, Alex. Expliquez à ces téléspectateurs comment aujourd'hui le Rwanda attire autant les investisseurs. Quels sont ces investisseurs qui viennent au Rwanda et qui ne veulent pas venir chez nous? Aujourd'hui, il y a des grands forums qui se tiennent au Rwanda. Notre président, d'ailleurs, s'est déplacé personnellement pour aller au Rwanda. Oui. Aujourd'hui, le Rwanda devient un exemple pour l'Afrique centrale. Mais les richesses que nous possédons, le Rwanda n'en a pas. On a d'ailleurs encore découvert un autre minerai à l'est du pays. Le nom m'échappe, c'est quoi? C'est le cadmium ou je ne sais pas moi. Oui, d'ailleurs, on appelle la RDC aujourd'hui, c'est le Wakanda. Mais on a tout ça. Mais on ne se développe pas. Expliquez-moi ce paradigme, ce paradoxe-là pour le Rwanda. J'aime bien prendre l'exemple du Rwanda parce que je sais que ça fera mal et que les gens peuvent comprendre. Mais en fait, le problème, c'est d'abord le sérieux que nous imprimons dans la gestion de la chose publique. C'est de là que tout part. Parce que si on a des ressources et qu'on n'arrive pas à mettre sur pied un cadre d'exploitation rationnel de ces ressources, les ressources d'elles-mêmes ne feront rien. C'est l'homme qui donne à la matière de la valeur. Donc c'est un problème de gouvernance, je pense. Bonne gouvernance. De gouvernance. C'est ce qui nous manque. Oui, et donc pour moi, je pense qu'il faudrait aujourd'hui doter le pays d'une véritable vision de développement dans le long terme. Et de cette vision, on décline un plan ou un ensemble de plans quinquennaux avec des programmes de gouvernement bien élaborés pour essayer justement de traduire cette vision en réalisation. Et à ce niveau-là, il faut comprendre que le président de la République devrait choisir un Premier ministre conscient et responsable par rapport aux défis actuels du pays et faire de même pour tous les membres du gouvernement. Il ne faut pas que l'on puisse accorder une prime politique aux membres du gouvernement, mais plutôt il faudrait choisir les gens qui ont la capacité de comprendre les problèmes et qui savent comment les gérer et apporter des solutions au pays. Donc ça, c'est un élément fondamental. Une question aussi que l'on peut évoquer, c'est celle relative à la taille du gouvernement.
il faut avoir un gouvernement de taille réfléchie. 56 ministres. Non, il faut arrêter avec ça. Avec les 56, c'est trop. Madame, imaginez un peu que l'on puisse avoir dans une équipe de football 30 joueurs au même moment sur le terrain. Qui veut jouer à quel poste? Il y aura combien de 10? Combien de défenseurs? Combien à médiane? On doit satisfaire tout le monde, c'est ça la RDC. On doit récompenser tout le monde. Satisfaire tout le monde, c'est donner à l'économie un nouvel élan, donner à la population l'occasion de trouver du travail, donner aux Congolais l'occasion de vivre mieux, de manger à leur faim, de travailler, de se faire soigner. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, c'est ce qu'il faut faire d'abord au niveau de la composition du gouvernement. Parce que si on a un gouvernement à taille éléphantesque, ben ça va peser sur le budget de l'État. Si bien que certaines dépenses liées au fonctionnement du gouvernement vont évincer les dépenses importantes, notamment les dépenses dans la santé, dans l'éducation et dans le secteur de la vie nationale. Est-ce que le peuple en a besoin? J'y reviens par rapport au Rwanda. L'international, il faut aussi qu'on mette un peu l'accent. Oui. Comment expliquer aujourd'hui que le Rwanda est boosté comme ça? Aujourd'hui, le Rwanda plaît aux investisseurs. La gouvernance, les Rwandais ont une vision de développement, ils ont des politiques et ils sont rigoureux et ils mettent en œuvre leur politique. Ils évaluent l'action. Justement, ce sont des questions qu'il faudrait évoquer. Je vais vous proposer quelque chose tout à l'heure là, c'est qu'il faut que l'on puisse avoir une vision et une gestion alors responsable. Mais je donne un exemple. Si aujourd'hui, le président nomme un Premier ministre valable, avec une équipe valable. Et vous estimez peut-être à 25 membres? Pour vous, ça sera... Pour moi, 25, c'est... Pour moi, 25, c'est bon. La limite. Hein. La limite. 25. 25, c'est bon. J'ai même eu à m'abuser, j'ai fait une proposition là. Vous estimez même 20 pour vous? 25, ça va. J'essaie un peu de voir les portefeuilles. Et pour moi, un seul vice-premier ministre, arrêtons avec les primes politiques, un seul vice-premier ministre. Pourquoi 4 vice-premiers ministres? Il y a d'autres qui ont été vice-premiers ministres ici, qui n'ont jamais fait l'intérim du Premier ministre. Pourquoi 4 vice-premiers ministres? Un seul suffit. Pourquoi les ministres d'État? Parce que quand les ministres d'État, on a un salaire supérieur aux ministres normaux. Et ça grève le budget de l'État pour rien. Arrêtons ça. Prenons un Premier ministre, un vice-premier ministre et des ministres et laissons-les travailler. Mais là maintenant, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir des méthodes de travail. Imaginez qu'on a un plan de développement, une vision, et cette vision, un plan quinquennal qui constitue le programme du gouvernement, le président de la République tire de cela une matrice de gouvernance. Et il demande au Premier ministre de mener son action, c'est-à-dire l'action du gouvernement, à travers cette matrice de gouvernance. Et donc le programme d'action du gouvernement découle de cette matrice de gouvernance. Et le Premier ministre, à son tour, assigne au ministre des lettres de mission pour dire que voilà dans votre secteur les défis et les résultats que nous attendons. Et les ministres, à leur niveau, préparent des feuilles de route ou des plans de travail budgétaires annuels. Et donc, avec ça, on a des outils de gestion qui sont mis en cohérence. Et ces outils sont mis en cohérence avec, d'une part, le budget de l'État et les outils d'exécution du budget de l'État, c'est-à-dire le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie. Donc, on met ces éléments en cohérence et chaque 3 mois, moi je propose ça, chaque 3 mois, que le président de la République puisse avoir donc une rencontre avec le Premier ministre et le vice-premier ministre pour évaluer l'action du gouvernement au regard de la matrice de gouvernance. Deuxième élément, le Premier ministre, à son niveau, fait une évaluation mensuelle des lettres d'émission assignées aux différents membres du gouvernement. Et de manière bi-hebdomadaire, chaque ministre fait une évaluation de son secteur. Donc avec ça, on fait une gestion rapprochée et on a aussi la possibilité de vérifier si oui ou non les avancées se font en fonction des indicateurs qui sont retenus dans le cadre du suivi du programme. Avec ça, au moins, on a des éléments de gestion rapprochés et ça sera efficace. Mais s'il y a un laisser-aller comme on l'a connu à certains moments de l'histoire de ce pays, on n'aura pas de résultats. Donc les plans quinquennaux, selon vous, Alex, sont très importants. Donc on doit évoluer avec des plans, soit de quinquennaux, soit de 10 ans. Oui, c'est très important. C'est important. Et par rapport une vision et une par rapport aux 100 jours, pour vous, les 100 jours du président de la République, c'est aussi un petit plan, non? Oui, c'est un petit plan. En fait, moi, une fois, j'ai eu à discuter avec certains amis de la question. J'ai fait remarquer que si le président a suggéré ça, c'est genre parce qu'il a hérité d'une situation difficile. Il faut le dire, ces 3 dernières années ont été très difficiles en RDC. On avait un taux de croissance de 6,9% en 2015. En 2016, on est tombé à 2,8%. On est remonté à 3,7% et après 4,1%. Mais on n'est jamais revenu au niveau de 2015. Comme pour dire qu'il y a eu un ralentissement de l'activité économique. Et au même moment, il y avait une crise politique, notamment la crise qui a été liée à la tenue ou la non-tenue des élections. Tous ces éléments mis ensemble ont fait que l'économie soit tirée vers le bas. Il y a eu récemment l'espace budgétaire parce que les recettes d'exportation ont baissé quand les cours des matières premières ont eu à diminuer. C'est ce qui a fait que l'État n'avait plus suffisamment de moyens pour mener sa politique. Et donc, dans un tel contexte, les investissements de l'État ont diminué. Je pense avoir quelques chiffres. En 2016, je pense, oui, les dépenses de l'État
en capital, représentait 10% des recettes du trésor. Et l'année d'après, c'est tombé à 5%. Donc, de 10 à 5, ouais, c'est la moitié. Après, on a encore connu une baisse. Donc, le niveau d'investissement a baissé, ce qui fait que les infrastructures ont eu à connaître une détérioration rapide. C'est pour ça que vous remarquez que le président, dans les 100 jours, a mis un accent sur les questions d'infrastructure. Donc, c'est pour dire que ce programme, quelqu'un qui analyse la situation du pays doit comprendre que le président a dit en Quelle est la place des infrastructures dans le développement d'un pays? C'est très important, c'est primordial, les infrastructures? Oui, je finis juste la phrase pour dire je vous en prie. En disant ça, c'est que le président a voulu faire remarquer que j'ai hérité d'une situation très difficile et dans ce plan d'urgence, vous voudrez un peu remettre le pays sur une certaine orbite pour qu'on puisse voir maintenant comment avancer. Et la question que vous soulevez est fondamentale. Comment est-ce qu'une économie peut se développer sans infrastructure? Les Rwandais ont réglé beaucoup de questions. Vous voyez par exemple la question de l'énergie, c'est une question fondamentale. Au niveau du lac Kivu, et ils exploitent du gaz. Eux, ils le font, mais nous ne le faisons pas. Et pourtant, nous avons un déficit énergétique important à ce pays, alors que le potentiel énergétique est énorme. Sur le plan de l'hydrographie, on a un potentiel de production. Le plan éolien. Quand vous allez même dans l'ex-province d'Équateur, la chaleur là, mais c'est l'énergie. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à produire l'énergie solaire dans ce pays? On a plusieurs possibilités de production d'énergie, mais on n'arrive pas. Donc, c'est un problème qui dérange. Les routes, comment connecter les différentes parties du pays, les zones de production? La RDC est enclavée. Il y a un célèbre explorateur qui a dit sans les chemins de fer, la RDC ne vaut pas un penny. Donc, nous ne valons rien sans les routes. Absolument, il faut connecter le pays. Et à l'époque, lorsque nous travaillions sur le plan national stratégique de développement, on a prévu justement la construction ou la création de ce qu'on appelle des zones de développement qu'on avait appelées PLD. Il fallait les connecter par autoroute. Imaginez un peu si on a 7 points lumineux de développement et que ces points lumineux sont connectés par des autoroutes. Imaginez un peu l'impact que cela aura sur l'économie. Rien que la route, ça suppose des déplacements, donc la consommation de carburant. Les transporteurs devraient, en cours de route, se ravitailler des stations, acheter des unités, points de restauration. Et quand il y a la route, c'est qu'on appelle l'activité économique à se développer. Donc, il y a des connexions qui se font. Et voilà, il y a donc une sorte d'effet. Une question qu'un internaute m'a dit de vous poser, Alex. Pourquoi les investisseurs ne sont pas attirés par la RDC? Mais et pourtant, la guerre qu'on dit à l'Est, ce sont les multinationales qui les provoquent, paraît-il, et tout ça. Mais quels sont les investisseurs alors qui sont en RDC? Pourquoi ça ne décolle pas en RDC? Justement, il faut avoir une vision. Vous savez, madame, quand vous décidez aujourd'hui, par exemple, de construire une maison, c'est votre maison à vous, mais vous n'êtes pas architecte ou ingénieur pour le faire. Ça suppose que vous allez engager les services de ces personnes-là. Mais en tant que propriétaire, vous avez le droit de dire vous quoi? Vous avez une vision, je veux ça, oui, je veux ça, je veux ça. Oui. Ça. Donc quand il n'y a pas de vision, mais les gens viennent ici pour faire quoi? Investir dans ce qui est spéculatif et repartent avec. Mais si on crée un ensemble de mécanismes pour retenir les gens ici et amener les gens à faire des investissements de taille avec une structure, mais ça va aider l'économie. Je donne un exemple, le lait nido que nous consommons ici, c'est le même lait que certains pays, notamment l'Afrique du Sud, consomment. Mais la seule différence que nous, le lait est importé, on l'achète et ceux qui vendent ici renvoient l'argent. Mais alors que là-bas, ce n'est pas le cas. L'entreprise est installée. Et donc, je suppose que la main-d'œuvre et tout ça, le lait provient de l'Afrique du Sud, des fermiers, tout ça. Du lait. Et sur place, on a le traitement du lait, on a la mise en condition, paquetage et distribution. Vous voyez un peu la chaîne. Donc, c'est ce qui nous manque ici. Il y a un problème de diversification de l'économie. Il faut faire la diversification de manière horizontale et verticale de l'économie. Expliquez, parce que c'était la prochaine question ici. On a l'impression, Alex, que notre économie n'est basée que sur le minerai. Oui, c'est vrai, ça c'est un problème. Les minerais et évidemment quelques taxes qui proviennent des ports et tout ça. C'est un vrai problème, effectivement. Alors, comment diversifier cette économie? Nous avons des terres arables, vous avez dit, nous avons de l'eau, nous avons tout, mais on se focalise que sur les minerais. Dans le plan national stratégique de développement qu'on avait commencé en 2016 et qui jusque-là n'a pas finalisé, il était prévu d'avoir un programme de diversification de l'économie congolaise et d'avoir un plan directeur des investissements privés. C'est-à-dire quoi? C'est que dans le programme de diversification, nous mettons en évidence ce que nous avons comme ressources et potentialités. On met cela en parallèle avec l'état actuel des marchés pour voir quels sont les secteurs qui promettent et ceux qui ne promettent pas, et qu'est-ce qu'on a comme potentiel et quelles mesures prendre pour amener les investisseurs à s'engager dans ce secteur dans notre pays, mais tout en ayant une vision en matière de création de valeur ajoutée. Il ne faudrait pas que les gens viennent ici pour extraire la matière et partir avec. Donc, valeur ajoutée, donc une petite transformation de la matière. Une petite aussi, pas totale, pourquoi pas. Pas totale pourquoi pas. De la matière. C'est ça. Vous êtes expert, vous sillonnez le monde. Et moi, j'aimerais bien comprendre comment l'Asie, nous avons vers les années 60-70 presque le même niveau de vie que les pays asiatiques.
peut-être l'Afrique était un peu, même plus. Oui. Les Asiatiques. Comment aujourd'hui on a les pays des Gabon, comment aujourd'hui la Thaïlande, le Vietnam et les autres s'en sortent et l'Afrique ne s'en sort pas aujourd'hui? C'est une question de vision. Toujours de vision. De vision de gouvernance. Parce que regardez un peu, qu'est-ce que le Singapour a comme... Exactement. Qu'est-ce que aujourd'hui le Singapour, c'est incontournable. L'intelligence, l'administration fonctionne très bien, les services fonctionnent très bien. Ils sont rigoureux. La discipline. Demandez à ceux qui vont là-bas, ils vont vous dire si les gens peuvent consommer des chewing-gums là-bas et jeter des... Non, en Singapour d'ailleurs, le chewing-gum n'y entre pas. Je le sais quelque part. Ouais, c'est ce qui fait défaut. Chez nous ici, ce ne sont pas les lois qui manquent. Déjà à l'époque de Mobutu, il y avait des lois, mais la mise en application, le respect des dispositions légales, c'est ce qui fait défaut dans ce pays. Si on avait le temps de s'arrêter un peu, de ne plus violer les dispositions légales, respecter et faire respecter, ça nous donnerait des résultats. Tout part de là. Mais si on n'a pas de discipline, on ne peut rien faire. J'ai vu un de mes étudiants de l'UPC dire qu'on peut être intelligent, mais si on entretient cette intelligence-là, on ne sera pas compétent. Donc la compétence... L'intelligence s'entretient aussi. Oui, la compétence, c'est fait du travail. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé la phrase étudiant. C'est pour dire que nous devons faire un effort pour consacrer certaines valeurs et les faire respecter à tous les niveaux. C'est ce qui va aider ce pays à décoller. Mais c'est ça, on dit aussi, Alex, il y a beaucoup d'assistants, il y a beaucoup d'intelligence dans mon pays, comme vous, comme les autres. Mais comment vous ne parvenez pas, Alex, à mettre tout ça en pratique? C'est la faute à nos politiques ou c'est la faute à l'environnement? D'où provient le mal congolais sur le plan économique, Alex? Bon, madame, je pense qu'il y a d'abord un problème aussi, il faut le dire, hein, c'est que nous devons faire des choix rigoureux et responsables au niveau politique pour aider le pays à décoller. Il faut quand même confier la gestion de certaines choses à certaines personnes qui ont une certaine expérience en la matière et qui peuvent aider le pays. Le président actuel a pointé sa vision, c'est une très bonne chose, mais il faut la matérialiser. Et il doit se faire entourer des personnes qui vraiment comprennent le sens de la vision et qui peuvent traduire cette vision en action. On peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, mais ça ne passe pas. Moi, j'ai parlé avec un monsieur, toujours on parlait politique et économie, qui m'a dit, mais il y a la vision, la volonté. J'ai dit oui, un enfant de 2 ans peut dans son cœur vouloir écrire, mais surtout qu'il n'est jamais passé par l'école, il n'a pas la capacité de tenir un stylo, il ne pourra pas le faire. Donc c'est une chose qui se prépare. C'est vrai qu'il faut maintenant faire un choix judicieux des acteurs au niveau des différentes institutions, même au niveau du gouvernement, pour réellement donner un changement au pays. Si ce n'est pas le cas, si on rentre dans des conversations purement politiques, des primes politiques, il n'y aura pas de résultat. Le modèle de développement, Alex, doit-on mimer exactement le processus de développement des Occidentaux? Nous savons comment ça s'est passé à partir du 14e, 15e, 16e, 17e. On connaît un peu le processus de développement des Occidentaux. Est-ce que nous, les Africains, nous devons suivre le même processus? Aujourd'hui, nous prenons l'environnement. Oui. Aujourd'hui, les Occidentaux se battent pour que nous ne détruisions pas nos forêts, par exemple. Parce que la forêt, aujourd'hui, c'est le poumon du monde, vu tout ce qui se passe. Mais eux, ils ont détruit leur forêt pour avoir leur usine, pour avoir ça et ça et ça. Ils ont détruit les leurs, mais ils nous empêchent, nous, d'avoir à peu près les mêmes usines qu'eux, comme au Canada, par exemple. On sait comment ça se passe au Canada, on sait comment ça se passe au Brésil, on sait comment ça se passe. Eux se développent, mais ils nous empêchent, nous, de faire la même chose, d'accomplir le même processus pour être comme eux. Nous avons une chance, c'est que nous avons vu comment est-ce qu'eux ont évolué. Eux sont partis de rien, il y avait un vide. Mais nous, on a vu ce qu'eux ont connu. Et donc, on a une information. Et ça devrait normalement nous aider à bien penser notre modèle de développement et dans ce modèle intégrer tous les impératifs liés au développement, parce que le développement n'est pas une question d'économie, mais c'est aussi une question d'environnement. Et donc, il faudrait trouver un modèle. Et c'est là que l'intelligence entre en jeu. Mais vous savez poser une question ici fondamentale. Comment se dit qu'il y a des hommes intelligents, entre guillemets, en RDC, mais ça ne marche pas? Madame, l'intelligence est mise au service du mal ou du bien? C'est une grande question. Et quand on parle d'intelligence, l'intelligence avec la volonté, ça donne des résultats. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut réunir. Et imaginez un peu, moi, enseignant à l'université, au lieu de transmettre le savoir aux étudiants, je me propose de rançonner les étudiants. Est-ce que je joue mon rôle? Je mérite la prison. Moi, enseignant, au lieu de faire mon travail d'enseignant, je baratine les étudiantes. Je ne mérite pas d'être enseignant. Et ce sont des choses qu'il faut extirper. Il faut faire des réformes profondes dans le secteur du capital humain. Les pays qui sont développés ont investi dans le capital humain, l'intelligence, la recherche. Mais nous, avec ce qui se fait, qu'est-ce que nous donnerons au pays? Aujourd'hui,
quand vous prenez le tableau des pays qui investissent le plus dans la recherche et le développement, la Chine occupe, si pas la deuxième place, la troisième place. Comme la Corée du Sud aussi. En 1984, la Chine avait la même situation que la RDC. Ils ont compris les défis. 30 ans après, la Chine a explosé. Aujourd'hui, la Chine a la deuxième économie du monde. Donc c'est pour dire que ce n'est pas impossible, mais c'est le sérieux et c'est fini. Vous parlez de la Corée, mais il y a un professeur coréen qui a fait une vidéo qui circule même dans les réseaux sociaux. Et le professeur a dit qu'en Corée, un enseignant, ce n'est pas les fonctionnaires le mieux payés. Oui, c'est les fonctionnaires le mieux payés. Oui, la conversation. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on donne à un enseignant comme rémunération? Mais ici, je condamne aussi les enseignants. Parce que nous aussi, enseignants, nous avons eu l'occasion d'avoir des postes de Premier ministre, de ministre des Finances, gouverneur de la banque, oui, parce qu'il y a eu des chefs de travaux gouvernementaux, oui, directeur de cabinet du président, directeur de cabinet de tel. Mais quand on est en fonction, on oublie que nous sommes enseignants, on ne prend pas des mesures pour des secteurs, c'est quand on finit le mandat. D'ailleurs, vos propositions, des fois, sont à l'encontre de ce que vous dispensez comme enseignement. Voilà. Donc, voilà, c'est une contradiction. C'est pour dire que nous devons utiliser l'intelligence au service du développement, pas le contraire. Et donc, ce qui fait que, malgré, entre guillemets, les intelligences que nous avons, ça ne marche pas. Il y a des valeurs, un minimum de valeurs que nous devons aussi avoir pour aider le pays. Ce n'est pas parfait par tout le monde, mais dans une société structurée, il faut faire un effort pour que les gens puissent respecter certaines valeurs cardinales et importantes pour faire avancer la société. Est-ce que vous êtes afro-pessimiste ou afro-optimiste? Parce que, vu ça, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a déjà toute une génération sacrifiée aujourd'hui, presque. Est-ce que l'Afrique peut-elle se relever? Parce que vous avez dit en 84, la Chine était comme nous. Et 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard, aujourd'hui, la Chine est incontournable. Afro-pessimiste, afro-optimiste? Je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. Parce que si vous regardez même la situation, vous remarquez que nous, RDC, nous devons plutôt nous interroger sur notre situation parce qu'il y a certains pays africains qui avancent. Je vous donne un exemple, parce que j'ai parlé de vision et de plan de développement. Mais les Tchadiens ont eu à élaborer le PND, le plan de développement. Et j'ai travaillé là-bas comme consultant pour le compte du PNUD. Ils ont découvert le pétrole, je crois, au Tchad. Oui, ils ont le pétrole aussi. Pétrole. Et ils ont élaboré leur vision. Et après avoir élaboré cette vision, ils ont organisé une table ronde des bailleurs de fonds. Laquelle table ronde leur a donné pas moins de 3,5 milliards de dollars. Vous voyez un peu cette mobilisation de fonds? C'est déjà un élément très important. Et après que cette table ait été organisée, le Fonds monétaire est arrivé pour négocier. Et ils ont obtenu des appuis de l'ordre de 600 millions de dollars. Donc ce sont des choses qui se font parce qu'il y a une vision, il y a un sérieux. Les partenaires pour aider le pays, conformément aux engagements qui ont été pris lors de la conférence sur l'aide à Paris, la déclaration de Paris donc, sur l'aide, ils ont convenu que les pays devaient avoir des plans de développement et c'est à travers ces plans qu'on les appuie. Mais nous, depuis qu'on a appliqué le DCRP 2, qui s'est arrêté en 2015, jusqu'à aujourd'hui, il y a un vide sur le plan programmatique. Donc nous naviguons à vue comme ça. On navigue à vue, c'est un élément qui dérange. Donc les politiques sont prises de manière un peu hasardeuse. C'est vrai que de 2010 à 2015, il y avait le programme d'action du gouvernement Matata, mais après ça, il y a un vide. Et ça, c'était une vision pour 5 ans. Mais le pays doit se protéger sur le long terme et ensuite, on doit voir comment aller pas à pas, étape par étape pour que cette vision se matérialise. Donc, ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser. Et il faut, moi je pense, s'il y a un conseil à donner au président Tshisekedi actuellement, c'est qu'il puisse lui-même récupérer le dossier du plan national de développement, que l'on finisse ce travail-là, que les politiciens arrêtent d'utiliser cet instrument pour mobiliser de l'argent à leur manière. À leur manière et pour leur fin. Pour leur fin, qu'on donne l'occasion au pays d'avoir ce plan, qu'on organise une table de bailleurs de fonds et qu'on voie. Parce que déjà à l'époque, quand la réflexion a commencé, certains bailleurs disaient que si on fait ce travail de manière correcte, la RDC pourrait au minimum mobiliser 5 milliards de dollars dans un premier temps, autour du plan. Et si on reprend les négociations avec le Fonds monétaire, il y a lieu de connaître des avancées. Je m'appelle en 2015 ou 16, le DGA du Fonds monétaire, David Lipton, a été reçu ici par le Premier ministre. Et après discussion, il était prêt à accorder à la RDC 1 milliard de dollars d'appui à l'avance de paiement. Donc, on peut dire que si on fait un tel appui à la RDC, on aura la capacité de gérer tout ce qu'il y a comme soubresaut ou tension sur le marché de change. Et dans la discussion aussi, il était prévu entre 400 et 500 millions de dollars d'appui budgétaire, appui orienté à l'investissement. Imaginez, on vous donne 500 millions, on injecte 100 millions de dollars dans les infrastructures d'éducation, 100 millions infrastructures de la santé, 100 millions infrastructures de transport, 100 millions infrastructures énergétiques et 100 millions dans les bâtiments de l'État. 500 millions. C'est un grand boom, c'est un oui. grand... Vous voyez un peu ce que ça donne comme un résultat. Et vous, quand on fait ça, c'est qu'il y a certains postes de dépenses de l'État qui seront pris en charge par cet appui. Et donc,
certaines économies budgétaires sont réalisées. Mais avec ça, on peut Parce penser... que le FMI et la Banque mondiale, Alex, ont-ils déjà développé un pays où... Ce n'est pas leur rôle de développer un pays, c'est à nous de développer un pays. Madame, quand... Mais on dit que quand ils sont là, c'est vraiment pour coincer partout, ils ne sont pas très humains, ils ne regardent pas trop le côté social, puisque vous avez parlé des infrastructures, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais le côté humain, le côté social, le FMI et la Banque mondiale ne tiennent pas toujours compte de ça. Hein, Madame, nous avons des projets ici dans le secteur de l'éducation et de la santé qui sont faits par la Banque mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par social en RDC? Non, en fait, c'est le problème, c'est que certains parmi nous n'aiment pas le sérieux. Ah, n'aiment pas le contrôle, n'aiment pas le suivi, n'aiment pas... Problème. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai eu à faire une émission avec un ancien ministre du Plan. Et j'ai fait comprendre que le Fonds monétaire n'a pas comme mandat de développer les pays. Chaque pays doit se prendre en charge. Le Fonds monétaire vient avec des conseils. C'est comme la MONUSCO, hein. Il n'est pas là pour faire la guerre à notre place. Oui, il y a des conseils qu'ils apportent, mais c'est au pays de comprendre qu'est-ce qu'on nous suggère et quel est fondé. Il y a même, le ministre à l'époque a parlé de la Chine. Est-ce que la Chine s'est développée avec le Fonds monétaire? Mais la Chine est membre du Fonds monétaire. Et la Chine a observé certaines règles de bonne gouvernance, ce qui fait que la Chine a des résultats, qu'on ne vous trompe pas. Même s'il n'y a pas une vraie démocratie au sens observé du concept. Je voulais y arriver aussi. Oui. Mais la gouvernance, la gestion donne... En fait, madame, vous savez, je veux dire quelque chose. Hein. Même un non-chrétien, ça va, s'il prend aujourd'hui une graine et qu'il met sur une terre fertile, ça va pousser parce que Dieu a établi ce principe-là. Même s'il n'est pas chrétien. Il y a des choses que Dieu a consacrées, c'est ça. Quand vous le faites bien, ça donne lieu à des résultats. Vous avez parlé de la non-démocratie. On sait qu'au Rwanda, Kagame n'est pas du tout démocrate. Comme disent certains, en Chine, c'est la même chose. Est-ce qu'en Afrique, Alex, parce que l'économie et la politique vont de pair, est-ce qu'il ne nous faut pas des dictateurs un peu éclairés? Parce que nous avons difficile à être sérieux. En RDC, permettez en tout cas, il faut que de fois nous soyons assez durs envers nous-mêmes. Il nous faut un peu la chicotte pour qu'on écoute. Il nous faut un peu tabasser pour qu'on écoute. Est-ce qu'il ne faut pas un peu de dictateurs éclairés? La sanction, madame. Tout simplement la sanction. Oui, pas la dictature, mais la sanction, tout simplement. Pas de dictature, mais la sanction. Pas de dictature, mais Dieu la n'est pas sanction. dictateur. Celui qui a créé le monde est dictateur. Il dit, je mets devant vous deux voies. Il y a une bonne voie et une mauvaise. À vous de choisir. Mais regardez les conséquences. Et les conséquences sont là. Comme pour dire que si les lois sont bien tracées et que chaque personne qui dévie ou qui fait un détour, il est sanctionné par la loi, c'est remarquer que les gens vont s'ajuster. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de dictature. C'est-à-dire, on fait des bonnes lois et on fait respecter ces lois et tout va se jouer à ce niveau-là. C'est ça le plus important. Voilà, nous atterrissons, Alex, vers la fin. Le temps passe vite quand nous parlons économie. C'est vrai que la RDC est potentiellement riche. On nous parle toujours de cette phrase-là. Arrivera-t-il un jour qu'on change cette phrase à la RDC est riche? Comment doit-on faire pour changer, passer du potentiellement riche à riche, tout simplement? Alors, madame, je vous donne quelques éléments rapidement. Je vous en prie. Nous avons de l'eau ici. De l'eau. 53% des sources d'eau douce d'Afrique sont détenues par la D'ailleurs, le RDC. président, le chef de l'État a déjà donné ses suggestions. On peut prendre l'eau vers Banana, hein, parce que cette histoire de l'eau, donner de l'eau au Tchad, vous avez parlé du Tchad, du bassin du lac Tchad, a refait surface. Les suggestions du chef de l'État, on pourra prendre cette eau à partir de Banana. J'ai lu ça quelque part. Moi, j'ai une petite proposition à formuler, c'est que nous avons des pluies diluviennes qui détruisent des fois même les infrastructures, mais il y a de l'eau de pluie que nous n'arrivons pas à exploiter. Pour moi, je pense qu'on pourrait avoir un grand projet de construction des citernes pour recueillir récupérer l'eau de pluie et... Oui, ensuite construire des centres d'épuration pour traiter cette eau-là, construire des pipelines pour exporter. Et non toucher à notre fleuve. Voilà. Sinon, ça va changer tout l'écosystème, selon vous. Oui, ça va modifier l'écosystème. Il y aura des conséquences parce que quand vous faites des canaux pour faire évacuer l'eau, mais il y a aussi des poissons qui vont avec. Les algues et tout ce qui est toute la richesse associée à l'économie bleue. Et là, on ne contrôle pas. Mais par contre, l'eau de pluie, et nous savons ce que nous vendons. Mais en faisant ça, c'est qu'on crée d'abord un programme de travaux publics parce qu'il y a des investissements que l'État va faire, qui vont booster, ces investissements vont booster l'économie dans une certaine mesure. On va créer des emplois, des richesses, et quand on exporte, donc l'argent va rentrer. Et sur le plan politico-stratégique, c'est un élément de force parce que ces pays qui reçoivent l'eau de la RDC ont justement... Quelques éléments, parce qu'on me signale déjà que sur ma ferme, vous avez parlé de l'eau, vous avez parlé de quoi Oui, mais prenons même l'industrie minière. Ok. Mais cette industrie minière,
est encore à l'état rudimentaire. On peut aussi investir là-bas pour transformer la matière ici. Qu'on puisse utiliser l'or congolais pour fabriquer des bijoux, tout ça, mais c'est intéressant. Il n'y a pas que ça, le potentiel agricole. Il y a un homme d'affaires sud-africain qui est venu ici, qui allait vers le Bas-Congo, il regarde les terres à gauche, à droite. Il demande à son guide, est-ce que dans ce pays, il y a une loi qui vous interdit d'exploiter la terre? Alors que chez nous, on a des problèmes de sécheresse, on cherche des terres. Voilà un peu. C'est paradoxal. Comment on explique ça? Il y a des problèmes au niveau agraire. Il faut faire des réformes. Il y a la loi agricole qui pose certains problèmes. Mais il faut regarder les choses en face et chercher à décanter la situation. Arrêtons de réfléchir sur des problèmes faux et regardons les vrais problèmes et prenons le courage d'affronter ça. Et on va avancer. On va avancer. Il y a aussi cette question des chefs coutumiers, tout ça, des terres. Ce sont des questions qu'il faut régler. Voilà, c'est toujours passionnant, mais malheureusement, la télé, c'est le temps. Alex, je crois que ce ne sera pas la dernière émission parce que nous nous focalisons un peu trop sur la politique, mais le devant de pair, c'est vraiment une médaille avec ces deux revers. Un pays, c'est l'économie et la politique, cela va vraiment de pair. Alors, nous avons entendu quelques pistes de solutions pour qu'on essaie de nous en sortir parce que la RDC doit ne plus être que potentiellement riche, nous devons être riches tout simplement. Nous avons tout, Alex l'a dit, Dieu a tout donné, c'est à nous maintenant de cultiver cette intelligence pour nous permettre maintenant à faire booster cette économie. Parce que moi, je me plains toujours quand je regarde le classement des Forbes, aucun Congolais. J'ai même lu dans Jeune Afrique, une de mes magazines préférées, quand on a fait les classements des hommes les plus riches, on a cité des Indiens, pour la RDC, des Indiens, d'autres nationalités, aucun Congolais dans ce classement, ça fait toujours mal. Alors, merci Alex qui est assistant à... Je ne cite pas son nom parce que nous sommes tellement familiers. Alors voilà, donc merci, il est enseignant à l'UPC, c'est aussi à l'enseignant, en tout cas de faire bien son travail, même si en Corée c'est le fonctionnaire le mieux payé, mais ici on banalise un peu. Prenez votre travail à cœur, formez cette nouvelle génération, parce que la RDC nous appartient. Merci à Guy Lukoki et à Papi Mondek à la régie finale. Merci à vous tous pour votre fidélité à cette émission et on se retrouvera